Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonsoir Alain Mabanckou. Bonsoir. Quel plaisir de te voir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Nous sommes au Centre Pompidou pour le Festival Extra, orchestré par Jean-Max Collard, qui inaugure la rentrée littéraire 2022. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être mon tout premier invité dans l'émission Écrire. J'ai un peu le trac. Non. On est dans une sorte de grotte ici. Décris à nos auditeurs où nous nous trouvons. Les auditeurs peuvent sentir qu'avec l'écho qui se fait ici, c'est une atmosphère d'intimité, une sorte de grotte, une sorte de caverne d'Ali Baba. Une sorte d'antre. Une sorte d'antre. Propice à la confession. Et même dans la confession la plus absolue, et je pense que le trac lui-même va être mangé par l'écho de ce qu'on va dire. Donc, t'es trop sympa. Quelle est la dernière fois que tu as eu le trac ? Est-ce que ça t'arrive encore d'avoir le trac, Alain ? Oh, on a toujours le trac. Je vais dire que je ne sais pas si c'était Josiane Balasco qui me raconte toujours sa fameuse histoire qu'on raconte souvent dans les cours de dramaturgie où les jeunes comédiens ou les comédiennes arrivaient qui disaient toujours « Non, mais moi, je n'ai pas le trac, tout ça là. » Et on leur répondait toujours « Ne vous en faites pas, ça viendra avec du talent. » Donc, le trac, il est toujours permanent. Moi, j'ai vu justement Balasco lire mon texte Verre cassé au théâtre de Toulouse. On était dans la loge. Je vénère Josiane Balasco. C'est l'une des plus grandes actrices françaises et je l'ai vue avoir pratiquement des sueurs froides avant d'entrer parce qu'il a dit il y a du monde. Mais j'ai dit mais Josiane Balasco ne peut pas avoir du trac. Et là, elle avait le trac. Donc, on a tous le trac, mais c'est comment le vaincre. Il faut peut-être savoir comment l'avaler, comment faire de sorte que les gens ne sentent pas que vous êtes dans le trac. Écoute, généralement, tu vois, le dire atténue un petit peu la chose déjà. Oui, mais les gens aiment aussi qu'on soit naturel. Je veux dire qu'on n'a pas non plus besoin de quelqu'un qui n'exprime pas des vrais sentiments. Moi, j'ai du plaisir à écouter ceux qui hésitent en parlant. J'ai du plaisir à écouter ceux qui peuvent prendre le temps, qui peut-être souffrent du bégaiement. Mais ces silences, ces recherches de mots sont essentielles parce que c'est leur personnalité. Au lieu d'avoir quelqu'un qui est plutôt rodé, comme un métronome, vous appuyez un bouton et puis c'est parti. Donc le trac, il est toujours là. Peut-être que la seule façon de l'éviter, c'est de ne pas se dire qu'on est en train de faire un exercice, qu'on sera jugé. Et surtout, le juge le plus impitoyable, c'est soi-même. Ceux qui ont le trac, qui n'arrivent pas à arrêter, sont des gens qui se contrôlent à chaque phrase, qui se jugent. Non seulement ils se jugent mal, ils pensent que le public est d'accord avec leur jugement le plus impitoyable. Tiens, en parlant de jugement, qu'est-ce que tu penses de ton dernier livre ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fini de l'accoucher, même s'il est déjà sorti. Vous savez, quand on a sorti un livre, on continue à le promouvoir. Qui s'appelle Le Dernier des Allongés, qui paraît aux éditions du Seuil. Oui. Bon, alors, comment tu le juges ? Non, mais moi, je préfère ne pas juger ce que j'ai écrit, parce que ça, c'est de l'ordre du lecteur. Même celui qui a la plus grosse coquetterie ne passera pas à faire de l'analyse. Quoique j'ai connu des écrivains qui savaient juger leur œuvre. Quand on a commencé à écrire, on avait un écrivain comme ça qui m'amenait chez lui et m'ouvrait la page et disait « Voilà, je vais te lire qu'est-ce que le style ?» Et il ouvrait les premières phrases de son livre et il commençait à les lire. Et puis il frappait sur la page, dit « C'est ça le style. » Voilà. Mais c'est l'un des plus grands écrivains
congolais, voilà. Tu sais, on a commencé à parler, je t'ai même pas présenté. Comment te présenter, Alain, d'ailleurs? Tu es écrivain, poète, essayiste, auteur de documentaires, notamment Être noir en France, qui a été diffusé l'an passé sur France 2. Tu es le directeur artistique du Festival des littératures Atlantide à Nantes, auquel j'ai eu la chance de participer en tant qu'auteur. Tu fais partie aussi du jury du Booker Prize depuis peu. Tu enseignes la littérature francophone à UCLA, tu participes à des workshops sur le continent africain, tu publies ces jeunes talents, c'est important de le dire. Tu es aussi producteur de musique. Bref, comment fais-tu pour tout mener de front et être tiré à 4 épingles? Parce que tu ne mènes pas juste les choses de front, tu es aussi super sapé. Heureusement, à la radio ou en podcast, on ne voit pas ce que... Ça se trouve, je suis venu en sandales. Hein, on non, sait non, jamais. non, t'es super sapé. Mais d'ailleurs, on ne voit pas non plus que t'es assez... t'es en forme physique olympique. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Ben, tu fais du sport. C'est important quand même d'arriver à un certain point. L'équilibre de l'esprit doit s'apparier à l'équilibre du corps. Les gens ont tendance, à partir de 40, 45 ans, de s'abandonner au verdict du temps en se disant de toute façon, je suis vers la pente descendante. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous avons toutes les capacités de garder notre vigueur par le biais de la nourriture que nous mangeons, par le biais du sport que nous faisons, par le biais des voyages, la découverte, par le biais de la bonne vie. C'est ça qui donne la longévité et la bonne humeur. Mais si vous faites la collection des mauvaises idées, si vous êtes une sorte de greffier de tous les malheurs du monde que vous portez sur votre dos, eh bien, ça se sentira sur votre expression. À quel moment tu as compris ça dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça? Je pense que beaucoup plus vers la quarantaine. Vers la quarantaine, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens vont toujours penser qu'à 40 ans, c'est la pente? J'ai dit non. Et puis moi, j'ai beaucoup regardé les athlètes qui sont allés dans la longueur aux États-Unis. Dans le football américain, vous avez Tom Brady qui continue à jouer à l'âge de 40 ans et qui continue à gagner des trophées. En basket, vous avez LeBron James qui a 37 ans, qui est toujours parmi les top 5 des basketteurs et qui peut sauter très haut. Et puis, vous avez d'autres qui, à 27 ans, ils étaient déjà lessivés. Et quand vous regardez les conditions de leur déchéance, c'est que ils aimaient beaucoup les hamburgers, ils mangeaient du n'importe quoi, voilà, ils ne faisaient pas l'exercice, etc., etc. La vieillesse est une expression. Et même une humeur. Le vieux qui est toujours heureux ne sera jamais vieux, puisque le sourire, la bonne humeur rajeunit forcément n'importe qui. Mais par contre, le visage fermé, l'absence de générosité faciale fait que tout se dégrade à une vitesse vertigineuse. De la générosité, Dieu sait que tu en as. D'ailleurs, tu mentionnais les États-Unis et parmi mes questions, justement, il y avait qu'est-ce que les États-Unis t'ont appris? À gérer ton image, par exemple? Non, parce qu'un Congolais n'a pas besoin qu'on gère son image. Voilà. Mais toi, tu la gères particulièrement bien, parce que j'ai envie qu'on le mentionne, parce que c'est assez tabou, en fait, dans le milieu littéraire. Et tu as quand même, Alain, plus de 250 000 followers sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tu es même sur TikTok. Et c'est un outil dont tu profites et tu le fais sans inhibition, bien volontiers. D'ailleurs, plus de 250 000 personnes, c'est plus que le lectorat du monde. Donc, ça t'octroie un certain pouvoir. C'est aux États-Unis que tu as appris à utiliser tous ces médias, à en faire un atout plutôt qu'à les dénigrer, comme beaucoup d'ailleurs dans le milieu littéraire? Non, c'est peut-être le fait que je suis toujours resté en contact avec les jeunes. C'est-à-dire que dans la mesure où je n'ai jamais fait de barrières d'âge ou quoi, je m'inspire aussi bien des anciens que des jeunes. Donc les technologies qu'utilisent les jeunes, je n'hésite pas à être l'élève qui apprend. Et donc, quand je vois... Les Américains ne sont pas forcément ceux qui m'ont appris à travailler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que vous voulez
exprimer. Quand je vais par exemple sur TikTok, c'est parce que je sais que là, il y a des très jeunes qui ne connaissent pas la musique congolaise et j'ai décidé de faire des modules d'1 minute 20. Qui sont super, ils sont drôles, pédagogiques, parfois même un peu politiques, parce que j'ai vu le dernier, tu t'insurgeais contre le fait que certains musiciens congolais avaient du mal à négocier leurs valeurs sur le Oui. marché. Parce que là où, par exemple, un Johnny Hallyday se ferait payer une fortune pour faire la pub de Petite 2000, plein d'artistes africains font la promo de marque pour rien. Et ça pose la question de l'argent et de la valeur et de savoir la négocier, ce qui est un autre de tes talents et un autre sujet tabou dans le milieu littéraire. Qui t'a appris à négocier comme ça ta valeur? Je suis juriste, j'ai fait des études de droit, j'ai étudié le droit de la propriété intellectuelle et c'est pour ça que j'ai le devoir d'informer aussi la jeunesse africaine en particulier. Et pour les joindre, ils sont plus dans TikTok. Moi, j'ai appris le TikTok il n'y a même pas un mois là, donc il n'y a pas longtemps. On m'a appris, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. J'ai dit, OK. C'est tes étudiants à UCLA qui t'ont appris à faire ça? Non, parce que je ne sais pas, j'étais en train de regarder une vidéo et il y a une fille qui était en train de dénigrer la musique du Congo en disant que qu'est-ce que vous n'avez rien, etc., etc. Et là, je me suis dit, la pauvre fille n'a pas tort, c'est qu'elle n'a pas d'éléments pour fonder son jugement. Parce que la musique congolaise, on la raconte jamais. J'ai regardé dans tous les réseaux, nulle part. Alors, je me suis donné le pari, en 90 secondes, donc 1 minute 30, je ferai comme la musique congolaise pour les nuls sur n'importe quel sujet. Et dès que j'ai commencé à les balancer, immédiatement, ça a eu des répercussions au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Les musiciens ont commencé à appeler, les followers sont arrivés, je veux dire qu'en 2 semaines, ils étaient déjà presque 3500. Donc, tout le monde venait. Et du coup, je suis allé là-bas pour un but donné. Chaque réseau social que vous avez doit avoir un objectif. C'est-à-dire que moi, je vais à TikTok, c'est pas pour montrer que ma bouille, la photo, non. C'est pour parler de la musique. Si je veux des photos, des vacances, des éléments comme ça c'est Instagram. Alors, si je veux m'épanouir à discuter, beaucoup de choses, c'est Facebook. Donc, il faut parler à tout le monde. Tu as quand même compris tous ces outils d'une façon... Tu as quand même vraiment compris tous ces outils. Parce que c'est notre temps. Aujourd'hui, écoutez, si je prends un livre que j'aime, si j'en parle, mais je sais pas, 200 000 followers, même s'il y a 2000 qui vont acheter le livre, c'est déjà ça pour l'auteur. Mais je ne suis pas le seul. La plupart des écrivains anglophones sont à l'ère de la technologie. Qu'on soit des Chimamanda Ngozi Adichie, les Teju Cole, les Salman Rushdie, ils sont tous, en France, sont là, mais on a toujours cette tendance... il y a une pudeur aussi à s'exhiber, à se vendre aussi, peut-être. Oui. Non, tu crois pas? Parce qu'on nous a éduqués à toujours avoir le seul moyen d'information comme étant le journal. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des attachés de presse me dire « Ah oui, mais je leur dis par exemple, mais si vous donnez à tel site, à tel influenceur, il a 1 million de personnes, il dit oui, mais c'est mieux quand même que ça saute dans le journal. » Un journal qui va être lu par 30 000 personnes et un post qui va être lu par 1 million de personnes, vous incitez des gens qui ne devaient pas lire à lire. Voilà. Alors, tous ces millions de followers, ça m'évoque aussi la question de la notoriété, de la reconnaissance. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir de la reconnaissance? Je n'ai pas cherché la reconnaissance. Non, mais qu'est-ce que ça a changé d'en avoir? Ça donne... C'est quand même important pour un artiste. Il en faut un peu, c'est vital quand même. On n'écrit pas pour personne non plus. Disons que publier, c'est déjà mettre quelque chose dans le public. Ouais. Je ne connais pas d'écrivains qui mettent quelque chose dans le public et qui écrivent sur les livres. N'achetez surtout pas parce que je ne veux pas que... je vais pas vendre mon livre. Si vous ne voulez pas vendre vos livres, ne les écrivez pas. Donc, tout écrivain qui accepte de publier est déjà dans l'acte de l'exhibition. La différence que je dis, c'est toujours ça. La différence entre l'écrivain et la stripteaseuse, c'est que la stripteaseuse a le courage de se dévêtir et de montrer directement sa nudité, mais l'écrivain fait semblant de la recouvrir par des mots, etc., etc. Donc, on ne recherche pas la reconnaissance. Ça, c'est
le succès et la reconnaissance, c'est pas la même chose. Oui, non, moi je te parle de reconnaissance. Voilà. Qu'est-ce qu'être reconnu en tant qu'écrivain a changé dans ta vie d'écrivain? Parce que c'est pas rien en fait. Ça consolide que vous faites partie de la famille des écrivains. Tant qu'on vous a pas légitimé dans votre milieu, dans votre confrérie, dans votre sorte de groupe, vous restez toujours à part. Et quand c'était arrivé quand, ce moment? Il y a eu un moment spécifique où tu t'es senti légitimé en tant qu'écrivain? Je pense que pour nous autres qui venons d'Afrique, il y a un double degré de légitimation. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. On est écrivain africain, c'est-à-dire on a un public de notre continent, de notre pays d'origine. Le fait d'avoir publié des rentrées dans la littérature africaine, dans laquelle nous ne sommes pas forcément très nombreux, ouais. Il y a une reconnaissance déjà nationale, continentale, qui n'a rien à voir avec la reconnaissance parisienne, qui passe par des canaux que nous connaissons, de légitimation, les journaux littéraires, les prix littéraires, les émissions, la reconnaissance, le nombre de fois qu'on dîners parisiens, les dîners, etc. Donc, il y a une légitimation qui passe par là, mais tout de suite aussi, on sent qu'elle ne suffit pas, puisqu'il faut passer au cap supérieur. Et le cap supérieur, c'est de se confronter à l'émulation avec les autres écrivains d'expression française. Vous ne pouvez pas être le champion du monde si vous vous battez contre les Congolais. Le champion du monde, c'est celui qui va battre à la fois le Colombien, puis le lendemain, il bat le Japonais, puis il revient pour aller battre l'Américain, pour en finir avec un Français. Donc là, déjà, ça fait... Intéressant que tu utilises la métaphore du duel, quelque part. C'est à la fin, ça se résout à ça. Les gens ont toujours tendance à installer une certaine compétition parce qu'on estime que nous sommes toujours dans le monde de l'expression, peut-être de la culture sous sa forme de la marchandise. Et c'est ça le paradoxe même de nous autres les écrivains. Nous faisons quelque chose qui est noble, mais qui malheureusement dépend aussi pour beaucoup des lois du marché. Il y a des écrivains de grand talent qui n'arrivent pas à être présents parce que certains éditeurs ne veulent pas les publier, ne veulent plus les publier parce que sur le plan du marché, il n'y a pas de public. Et ça, c'est le plus triste parce que l'œuvre d'un écrivain ne devrait pas se mesurer par le nombre d'exemplaires vendus, mais par l'originalité de son univers et ce qu'il apporte dans l'histoire de la littérature. Comment fais-tu pour tout mener de front? Et d'ailleurs, oui. Quand écris-tu en faisant toutes ces choses? Est-ce qu'il y a un moment de la journée? Est-ce que tu as un rituel? Non, j'ai pas d'emploi du temps spécifique. Lorsque je suis aux États-Unis, j'ai plus de temps. En France, je n'en ai pas puisque je dois courir à gauche et à droite, aller à gauche faire des émissions, à droite discuter avec tous les amis. Donc, on n'a pas forcément le temps. Quand on rentre, il est minuit, 2 heures du matin, on dort. Mais une fois que je suis aux États-Unis, j'ai toute ma journée entière. J'enseigne 2 heures et le reste, j'ai fait que remplir mes projets. Quand tu enseignes à UCLA, à Royce Hall, où j'ai moi-même étudié la littérature anglo-saxonne, quelle est la grande différence entre l'enseignement de la littérature francophone aux États-Unis et en France, justement? Aux États-Unis, c'est répandu, la littérature dans la plupart des universités. Et en France, l'enseignement de la littérature francophone patine encore, elle n'est pas générale. Je ne sais pas, peut-être des questions d'histoire, de la colonisation, etc. La seule différence, c'est que aux États-Unis, c'est une discipline à part entière. Aux États-Unis, c'est un vivier pour les étudiants qui veulent se lancer dans la littérature francophone. Et la différence d'enseignement, c'est la même chose. Ce sont aussi les moyens. On fait voyager les étudiants, mais bon, d'un autre côté aussi, les études sont payantes aux États-Unis. Chaque système a son défaut et son avantage. Mais dans la façon dont on aborde la littérature, tu sens une différence majeure ou t'as pas... Tu comprends ce que je veux dire? Mais la façon, c'est nous qui l'imprimons en général, puisque nous venons de l'école française, quoi que l'on soit. Tous les grands professeurs des États-Unis qui enseignent en français ou qui enseignent la littérature française viennent en général de la France. Ils ont été formés à l'école française
par voie de conséquence, leur manière d'enseigner est teintée un peu de l'esprit français. Mais ça prend aussi le côté un peu décontracté de l'américain. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus en costume cravate, mais on peut enseigner en jean et basket. On est plus proche des étudiants. On ne crée pas une certaine barrière. On ne met pas un grand fleuve entre les élèves et le professeur. Et puis, il y a une sorte d'exigence de travail vis-à-vis des étudiants américains qui font qu'ils ont tous les moyens pour aller jusqu'au bout. Donc tu passes du temps aux États-Unis, tu es aussi très présent sur le continent africain et tu aides aussi beaucoup les jeunes là-bas, tu promeus beaucoup de jeunes artistes, etc. Ça te pèse parfois la responsabilité de défendre tous ces jeunes ? Non, parce que c'est quand même une grosse responsabilité, c'est beaucoup de temps aussi, c'est un énorme investissement. Dans nos cultures africaines, c'est héréditaire. Il est dit que de même que tu as été aidé par les aînés, quand ça sera ton tour, tu dois exécuter le vœu testamentaire des autres. Donc, aider fait partie du devoir que l'âge te donne de plus en plus. J'ai toujours des gens qui m'appellent grand frère alors qu'ils sont plus âgés que moi. Mais ils les disent, je comprends pourquoi. Je comprends parce qu'ils pensent que dès que vous avez peut-être un peu plus de visibilité, de pouvoir quelque part, eh bien, ils doivent s'effacer pour vous donner la plénitude de ce statut et afin que vous puissiez vraiment vous occuper de tout le monde. Je ne l'ai jamais fait avec peut-être fatigue ou exaspération. J'ai toujours considéré que c'était un plaisir et j'ai toujours pensé que c'est toujours magnifique de partager le peu qu'on a que de garder tout ce qu'on a et un jour de le laisser sans avoir marqué son nom quelque part. Quel est le préjugé sur la littérature africaine francophone qui te révolte le plus ? Oh, c'est un bloc, c'est la totalité. On a toujours pensé que la littérature francophone est une littérature à part. On a toujours considéré la littérature francophone comme étant de la littérature étrangère, alors qu'elle est écrite en français. Jusqu'à preuve du contraire, la littérature étrangère, c'est celle qui arrive en français par le biais de la traduction. Donc nous qui écrivons avec un accent en français, ça serait un suicide de nous considérer comme la littérature étrangère. C'est de la littérature française. Et si ça gêne certains critiques de dire littérature française, alors appelez-la littérature d'expression française. Alors qu'est-ce qui lui manque à cette littérature africaine francophone pour qu'elle s'épanouisse encore plus ? Ah non, elle n'a pas... Elle est épanouie, hein. Elle est épanouie, et il lui manque rien. Je vais dire que c'est peut-être dans le cadre de la diffusion. Dans le cadre de la diffusion, c'est la centralisation de la diffusion de la littérature qui reste toujours Paris. Donc, par voie de conséquence, tous les écrivains en français, quelles que soient leurs origines, sont obligés de passer par Paris pour obtenir la légitimation. Tu n'as jamais pensé à faire un prix là-bas ? Ça ne servira à rien si ce prix n'est pas reconnu en France. Mais justement, tu as assez d'influence maintenant pour faire qu'il sera reconnu en France. C'est-à-dire que même les écrivains eux-mêmes, quel prix vous pouvez faire en France qui va dépasser le Femina, le Renaudot, le Goncourt ? C'est pas possible. C'est pas possible parce que la centralisation est telle que vous pouvez pas créer un prix littéraire quand vous n'avez pas de maison d'édition. Oui, puis il faut aussi des gens qui achètent les livres. C'est-à-dire qu'il faut aussi les gens un qui lectorat achètent les livres, un lectorat, les maisons d'édition, la presse littéraire. Sinon, ça sera un prix. Vous allez dire, vous faites un prix littéraire, mais donné aux livres qui sont publiés par les Français, les mêmes livres qui vont aller sur Goncourt et au Renaudot. C'est pas possible. Donc, l'histoire de faire un prix, les Africains, beaucoup de présidents, ils ont le prix, prix du président de la République, prix de ceci, c'est 1 million, il y a beaucoup d'argent. Mais les gens s'en foutent quand ils vont donner ça, c'est de la magouille. Bien sûr. C'est-à-dire, le président donne ça à son collègue, tiens, on te donne cela. Un prix littéraire, regardez, même un écrivain suisse qui écrit en français, on ne le considère pas s'il ne vient pas publier en France. Belge, c'est la même chose. Québécois, encore les Québécois, ils peuvent
avoir leur succès là-bas si en France, voilà. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il lui faut ce qu'il faut aussi un peu à la France, c'est-à-dire une forme de décentralisation. C'est ça qui manque peut-être. Ben, c'est la structure littéraire qui a été installée par les anciennes puissances coloniales. Si vous êtes mozambicain et que vous écrivez en portugais, si vous n'êtes pas reconnu en Portugal, c'est zéro. Les Gabriel Garcia Marquez, voilà, ils étaient publiés en Espagne, et puis en Espagne, on publiait sur le champ. Moi, on publiait en Colombie. Moi, il y a certains de mes livres qui sont publiés en espagnol. On les publie d'abord en Espagne, puis on va les publier dans les pays comme l'Argentine ou le Mexique. Donc, il y a toujours 2 systèmes de publication. Alors, revenons à tes livres, justement. En fait, je ne sais pas, mais à quel âge as-tu commencé à écrire ? Oh, je pense que c'est l'âge de l'adolescence, peut-être même des petits poèmes vers 15-16 ans. Tu as commencé par la poésie ou... Oui, j'ai commencé par la poésie, puis je l'ai ensuite publié avant de commencer le roman. Le roman, il est venu un peu après que j'avais publié au moins 5 recueils de poèmes que personne n'avait lus. Hein. Il y avait avec moi quelques amis de l'école qui lisaient ça, voilà quoi. Et j'appelais les amis. Tu lisais à ta mère tes poèmes ? Non, parce que quand j'ai commencé à écrire, à publier, elle était déjà morte. C'est ça. Hein, elle n'a jamais su que je suis devenu un écrivain. Tu penses à elle quand tu écris ? Ben, elle est toujours dans elle est dans tous tes livres, en tout cas. Voilà, donc ça, on la sent. Ça, c'est une façon, ouais. Ouais, mais d'ailleurs, si je puis me permettre une remarque peut-être un peu plus intime, tu parles beaucoup de ta mère dans tous tes livres, mais tu ne parles jamais de ton père qui vous a abandonné et ton père biologique qui vous a abandonné. Est-ce que tu crois qu'un jour, ce sera le sujet d'un roman ? Parce que c'est un... Non, parce que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Justement, cette question, ce point d'interrogation, cet abandon, qu'on le veuille ou non. Le point d'interrogation a toujours été là. Il est dans « Demain, j'aurai 20 ans ». Il se retrouve dans « Lumière de Pointe-Noire ». Il est indirectement même dans le dernier roman, le commerce des allongés. Donc, il est question évidemment beaucoup de morts dans ton dernier livre. Je me suis demandé si tu pensais beaucoup à la tienne. Et... c'est trop tôt, non, quand même? On y pense toujours peut-être un peu. Tu t'y es préparé? Tu as écrit? Non. Pour bien vivre, il faut faire comme si la mort n'existait pas. Qu'est-ce que tu as encore envie d'accomplir? Par exemple, là, faire des émissions comme celle-là, discuter de la création, continuer à écrire les livres jusqu'au dernier souffle, puisqu'on est bon qu'à ça. Donc, comme dirait Samuel Beckett, donc à un écrivain, il n'y a pas de repos. Et tu aimerais qu'on se souvienne de toi comment? De ton œuvre? Ah bon? Ouais. Je sais pas, que quelqu'un puisse dire il est venu sur Terre pour écrire Vers cassé, peut-être, non? Non, mais moi je pense que la postérité, on ne sait pas ce qui sera. Bien sûr qu'on ne sait pas, Alain, mais tu as compris ma question. Oui. Tu sais qu'on y pense aussi. On laisse derrière nous des œuvres imprimées sur du papier. C'est pas anodin. Il y a quand même au fond dans cet exercice, dans celui d'écrire, la volonté aussi de laisser quelque chose. Mais en fait, c'est un bloc parce que je me suis jamais sincèrement posé la question de me dire qu'est-ce que je vais laisser. Je fais confiance à ce que j'ai fait et à ce que les gens tireront dedans. Mais j'ai pas une idée précise. Je fais tellement de choses que peut-être même que je ne laisserai rien. Donc, je sais pas parce que je touche un peu à tout. Ça se trouve, de moi, on retiendra que le professeur qui a fait le Collège de France, on ne sait jamais. Tu as quand même une grande énergie, une grande volonté, une grande générosité. Tu vas bien, tu es quelqu'un qui va bien. Ta présence est très agréable. Tu as une présence extrêmement rassurante. Tu es très disponible aux autres. J'imagine que tu as aussi tes moments plus difficiles, des moments de solitude ou des moments de questionnement, j'en sais rien. En tout cas, tu les caches bien. On a l'impression que tu as compris, tu as décidé de prendre la vie du bon côté. Est-ce que c'est du fait que tu as perdu ta mère jeune? Est-ce que quelque part, les grands drames de ta vie sont arrivés jeunes et du coup, tu as décidé d'en profiter? Est-ce que tu comprends le sens de ma question? Oui, je pense que c'est aussi le fait que à un certain niveau, si vous avez tout un monde qui compte sur vous,
Vous n'avez pas le droit de montrer que d'un jour à l'autre, vous-même, vous pouvez être affecté par quelque chose. Mais je me pose la question parfois avec toi, parce que t'es tout le temps, tu tiens bon tout le temps, et je me dis, il a forcément... Tu montres rarement les failles. T'as quand même ce truc, Alain, d'être assez... Si vous allez à la guerre, Ouais. vous êtes un général, si vous êtes en train de trembler, que vont faire les soldats? C'est ça la question. Quand un général va à la guerre, même s'il sait que ce combat, il va le perdre, mais il dit à ce soldat, on va gagner. Tu meurs dans la bataille avec le courage. Tu ne dois jamais fléchir. Et quand tu as des moments de faiblesse, tu le fais quand tu es tout seul. En parlant de questions, Oui. tu t'en coltines des interviews quand même depuis des années. Tu es un peu un... Ah, pas comme celle-ci. Hein. Celle-là est originale. C'est d'anthologie. Hein. Voilà. Mais quelle est la question qu'on ne te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose, à laquelle tu aimerais répondre, en fait, que tu aimerais qu'on te pose? Ça fait quand même plus de 25 ans que je fais les interviews. Hein. Ouais. Donc, on m'a posé toutes sortes de questions. Mais il n'y en a pas une qu'au fond... Que j'aimerais qu'on me pose? Ouais. Ouf, c'est délicat. La seule chose qu'on me demande de résumer mon livre, qu'on me demande, surtout ça, je n'aime pas trop. De quoi parle votre livre? De résumer, ça, c'est tout. Est-ce que tu as un conseil à me donner, justement, pour mon émission, puisque tu es le premier invité? Mais le conseil, c'est de rester authentique comme vous êtes. Ne cherchez pas à être journaliste professionnel, mais cherchez à être quelqu'un pour qui ceux et celles qui viennent en face de vous auraient ou auront le sentiment de discuter de quelque chose qui ne sera pas diffusé. Parce que le plus souvent, quand les gens prennent conscience que je fais une émission pour promouvoir mon livre, ça va être diffusé, ils ne sont plus les mêmes. Quand vous êtes chez vous, vous sirotez quelque chose dans un canapé, là vous parlez des choses, vous savez que ça reste là. Et donc, c'est peut-être cela. Garder la fraîcheur. C'est ce que je souhaite le plus, que ce soit un lieu de conversation un peu libre aussi, informel, où les choses se disent avec plus de fluidité et où on n'est justement pas dans la promo de l'objet, mais plus dans le partage, en fait, de l'expérience. Mais la meilleure promo, c'est de ne jamais parler de ce qu'on est en train de vendre. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont jamais su. Parce que celui qui vous écoute là, il ne vit pas dans une caverne. Il sait bien que vous avez sorti un roman. Mais il se demande, mais pourquoi il n'en parle pas? Il y a un problème. J'ai fait une émission comme ça, France Inter, dans la librairie francophone. Je n'ai pas parlé de mon roman. Les autres en ont parlé, les Yann Kefelec, tout le monde en parlait. Et à la fin, les gens sont venus, mais vous avez un problème. Le journaliste, là, il est contre vous. Il ne veut pas faire la promotion. J'ai dit, vous voyez, ça a marché, puisque vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de mon livre. Tu es quand même un sacré marketeur, Alain. Non, ce n'est pas le marketeur. Parce que au bout d'un moment, quand la parole s'est épuisée, mais bien sûr, il faut avoir la sagesse de se taire. Mais bien sûr, parce que, je te taquine. Voilà, le livre, il est là. J'ai confiance parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui sont là. Je n'ai pas obligé de leur battre le tam-tam tous les jours. Venez acheter mes patates avant qu'elles ne refroidissent. Les livres sont des créations qui dépassent le cadre de la temporalité. Voyez un livre comme Verre cassé, ça fait 17 ans que je l'ai publié. Mais jusqu'alors, il continue à se vendre au moins plus de 5000 par an. 17 ans. Il y a 17 ans. Et pourtant, je n'en parle jamais. Comme ça, dans le silence, le lecteur dit à l'autre, faut lire ça. Je viens dans les signatures. Quelqu'un me demande lequel de vos livres il faut commencer. Il y a toujours un lecteur. Là, celui-là, celui-là. Je ne discute pas de leur choix. Mais c'est des livres qui traversent leur temporalité. Tu as des regrets sur certains livres? Comment? Tu as des regrets sur certains livres? Tous les livres, il y a toujours un petit regret. Mais ce qui rassure, c'est que le public vous efface ses regrets et il vous réconforte. Moi, je connais les failles de mes livres. Lesquelles sont-elles, d'ailleurs? Ah non, ça, c'est un secret de cuisine. Quand j'ai mal préparé ma nourriture et que j'ai mis trop de sel, si à table, personne n'a dit qu'il y a trop de sel, je mettais. Voilà. Ou j'ajoute de l'eau en cachette. Voilà, quoi. Et parfois, ce sont ces failles-là qui ont fait que ces livres puissent durer longtemps.
parce que parfois le lecteur aussi a besoin de savoir que nous sommes des êtres humains. Mais comme tu le disais en début d'émission, montrer ses failles, c'est aussi être humain et du coup, ça... Là, nous sommes dans le cadre de la création littéraire. Mais quand vous êtes en train de diriger un groupe, c'est autre chose. J'ai fait un travail Quand solitaire. tu me disais sois naturel dans Voilà. l'émission, etc., Voilà. et évite de faire la journaliste qui... C'est de ça dont je parlais en début d'émission. Mais oui, évidemment, tu es sur Ça, c'est la création. Dans la création, justement, mais quand j'écris un roman, je ne suis pas responsable d'un groupe qui m'attend derrière. Je gère des personnages. Mais quand, dans la vie, que ce soit dans l'aspect social, politique et autres, il y a des gens qui ont de l'espoir parce qu'ils vous voient, parce qu'ils pensent que vous êtes immortel, que vous ne fléchissez jamais, vous êtes capable de déplacer toutes les montagnes, mais ça, c'est vous. C'est-à-dire que si vous avez une faille, vous n'avez pas besoin d'exposer parce que vous risquez de détruire plus d'individus autour de vous que votre petite vie. Est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose, une question qui te revient en cette fin d'émission ou quelque chose qui te reste de cette conversation que nous avons eue? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais simplement dire, mais qu'est-ce que les jaloux peuvent encore trouver? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Voilà. Merci Alain. Merci pas juste d'être venu et d'être mon invité et de me donner tous ces conseils, de partager comme tu fais. Merci aussi pour tous les auteurs que tu soutiens, tout ce que tu fais, les festivals, tout ça, tes fédérateurs. Merci du fond du cœur. En tout cas, merci de me donner l'occasion d'être en quelque sorte le poisson pilote de cette émission. Et quel poisson! Merci.